Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec à la barre. Le Parti québécois et son chef Paul Saint-Pierre Plamondon caracolent en tête des sondages depuis un certain temps, après n'avoir obtenu que 3 députés aux dernières élections générales de 2022. Pour ce deuxième épisode consacré à la politique québécoise, nous recevons aujourd'hui Pascal Paradis, député du Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon. Monsieur Paradis, bienvenue à Question d'actualité. Bonjour. Premièrement, le PQ a beaucoup fait parler de lui avec une poignée de députés tout au long de la dernière session parlementaire. Question toute simple, quel est votre bilan de cette session passée? Je pense que justement, le Parti québécois a continué de travailler avec beaucoup de rigueur, de faire appel à l'intelligence des gens avec des propositions très concrètes, des alternatives aux politiques du gouvernement de la CAQ. Et aussi des critiques qui sont justes et constructives du travail du gouvernement. À l'inverse, alors que l'année dernière, on avait surpris un petit peu les gens lors du bilan, il y a un an, là, au mois de juin, on avait surpris les gens en disant on espère que le gouvernement va se redresser, même si les gens disaient oui, mais si le gouvernement va mal, ça va mieux pour vous. Nous, on disait personne ne veut au Québec que le gouvernement aille aussi mal parce que ça veut dire que le Québec va moins bien. Malheureusement, ça n'a pas changé. Le gouvernement a continué avec des politiques erratiques, du gaspillage de fonds publics et surtout beaucoup d'électoralisme. Et nous, vous l'avez dit, les sondages montrent que les Québécois, en fait, depuis l'élection dans la circonscription de Jean Talon en octobre 2023, les Québécois semblent apprécier notre travail, mais nous, on ne fait rien en fonction des sondages et je pense que c'est ce que les gens apprécient. Au point de vue personnel, vous l'avez mentionné lors des élections passées dans Jean Talon en 2023, ça a été votre entrée en politique. Comment est-ce que les choses se déroulent là, maintenant que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant? C'est drôle parce que j'ai rencontré le caricaturiste Chapelot lors de la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre du Québec il y a une dizaine de jours, et donc il recevait, lui, il est devenu chevalier de l'Ordre du Québec, et il avait fait une caricature de Paul Saint-Pierre Plamondon et de moi l'évitant au lendemain de l'élection partielle dans Jean Talon. Et la légende, c'était, on se demandait combien de temps durait le buzz, c'est-à-dire le sentiment constructif, le sentiment positif. Je lui ai dit, le buzz dure toujours, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce travail. Je me sens privilégié d'être le représentant des gens de Sainte-Foy et Sillery à Québec. Le travail en circonscription, je le trouve fantastique. On en entend moins parler, mais c'est une occasion unique d'accompagner les citoyens et les citoyennes dans leurs rêves, de régler des problèmes pour eux. Et puis, c'est un privilège aussi de participer aux débats nationaux. Nous sommes 125 à l'Assemblée nationale à participer aux commissions parlementaires, à discuter des lois, des politiques publiques. Moi, je trouve que c'est un job très intense, très exigeant, mais c'est un job que je considère comme un privilège. Mentionnons que vous étiez avocat avant, hein, c'est bien ça? J'étais le fondateur et directeur général d'Avocats sans frontières, qui est une organisation de coopération internationale qui a été fondée en quelque sorte dans mon appartement et qui avec une poignée de dollars et à l'époque pas de personnel, pas d'équipement, mais qui, quand j'ai quitté pour me lancer en politique, là, avait compté environ 150 membres du personnel répartis dans une douzaine de pays et qui travaillaient sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les problèmes de discrimination, de violation grave des droits humains. Donc, ça, c'est l'expérience qui pour moi est significative parce que j'ai beaucoup appris en Afrique, en Amérique latine, en Europe, ailleurs dans le monde. Avant de passer à la partielle en Arthabasca, c'est anecdotique, mais je me rappelle personnellement, dans les mois qui précédaient l'élection générale de 2022, j'entendais autour de moi, à gauche et à droite, des gens qui me disaient que le PQ pourrait se retrouver sans siège, peut-être même disparaître. Aujourd'hui, le PQ, on l'a mentionné, est au sommet des sondages et si la tendance se maintient, pourrait former le prochain gouvernement en 2026. Comment expliquer cette remontée du Parti québécois en relativement peu de temps? Je pense qu'il faut saluer le leadership incroyable de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un chef inspirant. C'est quelqu'un qui a en tête constamment l'intérêt public, l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Il est ferme aussi dans sa volonté de faire du Québec un pays. Et je pense que les gens apprécient cette sincérité, cette rigueur. Et
Et l'équipe de députés du Parti québécois a exactement la même vision, c'est-à-dire du travail rigoureux dans l'intérêt public. On n'a pas les yeux rivés sur les sondages pour déterminer nos postures. On consulte les experts, les parties prenantes, les organisations sur le terrain, les entreprises. On parle beaucoup avec les gens qui partent parfois d'opinions qui ne sont pas les nôtres parce qu'on veut comprendre. Et ça nous amène donc à développer, je pense, des propositions que les Québécois apprécient par le fait que ce sont des politiques raisonnées et que ce sont des propositions qui arrivent, qui sont issues d'un processus rigoureux. Je pense aussi que encore une fois, les sondages, là, c'est pas ça qui guide notre façon de faire de la politique, mais on voit quand même des tendances. On voit, par exemple, que les jeunes, il y a une montée fulgurante de l'appui à la souveraineté, à l'indépendance du Québec. C'est 20% d'augmentation chez les 18 à 34 ans. On le voit sur le terrain, je peux vous le dire. Là, c'est ce que j'ai vu, moi, sur les plaines d'Abraham, avant que le spectacle de la Saint-Jean soit annulé, ce qu'on a vu aux Francopholies, ce qu'on voit partout, c'est que les gens ont le goût de projets qui portent, qui sont structurants, qui nous font rêver, qui veulent propulser le Québec ailleurs. Et ça, je pense que ça plaît, que ça contribue à cette croissance et à ce maintien du Parti québécois comme parti préféré des Québécoises et des Québécois. Passons à la partielle d'Arthabasca. Alex Boissonneau est né à nez avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, que nous avons reçu ici même hier. Comment se déroule la campagne sur le terrain? Quels sont les enjeux soulevés par les électeurs dans Arthabasca? La campagne se déroule très bien. Vous savez, il y a aussi là-bas un sondage qui a été publié et qui démontre, d'abord, il ne faut pas l'oublier, là, je pense, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais je pense que c'est près de 30 points d'augmentation pour nous avec Alex Boissonneau comme candidat. Donc, actuellement, nous menons dans Arthabasca. La réponse est très, 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 très bonne. Alex Boissonneau, c'est un gars de la place. C'est un gars de Saint-Ferdinand. C'est un gars qui a grandi dans Arthabasca, dans Victoriaville, qui a toujours une terre, sa famille habite là, ses proches sont là. Donc ça compte beaucoup pour les gens d'Arthabasca qui veulent quelqu'un qui va les représenter, qui va servir Arthabasca plutôt que de se servir d'Arthabasca à d'autres fins. Et ça, les gens nous en parlent beaucoup. Ils sont préoccupés par ce que le gouvernement de la CAQ a fait des finances publiques, c'est-à-dire là une perte de contrôle, puis des finances publiques tellement mal gérées qu'on parle maintenant d'en faire payer le prix aux élèves du Québec. Les PME sont très préoccupées aussi par les contraintes administratives auxquelles elles font face, la paperasse qui les empêche parfois d'exploiter le plein potentiel de leur personnel puis de leurs ressources. Et c'est justement ce dont Alex Boissonneau parle et c'est justement au cœur du programme du Parti québécois. La CAQ avait pourtant dominé dans Arthabasca aux dernières élections générales, je crois, avec plus de 60% de mémoire ici. Et là, le PQ et le Parti conservateur du Québec sont en hausse vertigineuse, on peut dire, dans le comté. Et qu'est-ce que la chute de la CAQ profite le plus, du moins à l'extérieur de Montréal, entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec? Ben ça, c'est toujours un peu aux analystes là, de nous dire ce qu'ils en pensent. Mais dans le cas d'Arthabasca, par exemple, ça fait plusieurs mois là, que la circonscription est laissée sans député. Et ça c'est le genre de choses qui inquiètent les gens, qui préoccupent les gens. Comment ça se fait que ce gouvernement accepte que les gens d'Arthabasca soient laissés sans représentation depuis, je pense que ça va faire 4 mois là, bientôt. Donc, la performance du gouvernement, bien sûr, aussi la très mauvaise gestion des finances publiques, le fait que les gens ne sont pas capables de voir quelle est la vision de ce gouvernement qui a gaspillé des centaines de millions, en fait des milliards, donnés à des multinationales étrangères, alors que des PME comme celle d'Arthabasca n'arrivaient pas à avoir le même genre d'accompagnement du gouvernement. Ben ça affecte la cote de popularité, mais surtout quand il y a une alternative comme celle du Parti québécois qui arrive avec un programme clair, avec des positions déterminées, un chef inspirant qui est sur le terrain, c'est là qu'on voit qu'il y a un changement dans les intentions de vote. Mais pour l'instant, ce ne sont que des sondages. Et le vrai sondage, celui qu'on attend,
c'est l'élection partielle dans Arthabasca, puis nous, ça fait longtemps qu'on incite le gouvernement à la déclencher. C'est inacceptable que ça soit comme dans Terrebonne. Terrebonne a été 6 mois sans député. C'est pas acceptable dans notre démocratie. Donc, le gouvernement devrait faire face au sondage ultime, c'est-à-dire le vote dans Arthabasca. Moi, je crois légalement, le gouvernement a jusqu'en septembre ou octobre avant de déclencher un scrutin officiel. Je cite de mémoire ici. Là. C'est 6 mois à partir du moment où le poste devient vacant. Et le poste est devenu vacant lorsque les députés Éric Lefebvre de la CAQ a abandonné son poste pour se présenter au fédéral. Exactement. En moins de 3 minutes, là, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a déclaré vouloir tenir un référendum d'ici 2030 si le parti devait former un gouvernement en 2026. Plusieurs analystes, si on regarde les sondages, tout simplement, voient que l'enjouement pour l'indépendance stagne autour de 35-40%, ce qui n'est pas faible, mais ce qui n'est pas très élevé non plus. Comment est-ce que le Parti québécois planifie redynamiser la cause souverainiste d'ici ce qui serait potentiellement un 3e référendum? Nous, on reste ferme dans notre conviction. Le Québec a besoin de l'indépendance pour la langue française, la culture québécoise, pour propulser son économie, cesser d'envoyer 82 milliards de nos taxes, de nos impôts qui sont gérés par d'autres, très souvent à l'encontre des intérêts du Québec. Donc, on en a besoin. C'est une cause politique qui demande encore de la pédagogie, mais voyez comment ça fonctionne déjà avec les jeunes du Québec, où il se passe quelque chose. Je peux vous le dire, là, c'est phénoménal. Dans les réseaux sociaux, dans les spectacles, dans les festivals, dans les rues, partout, on voit des jeunes qui reviennent à la cause indépendantiste, alors que les piliers sont là aussi. Pour nous, ça fait partie des solutions à la plupart des problèmes dont on parle dans tous les secteurs. C'est pas quelque chose d'indépendant de ce qui se passe en éducation, en santé, en relations internationales, pour nos infrastructures. Le Québec doit assumer son destin. Et pour nous, donc, on continue d'en parler régulièrement. Et on continue aussi de préparer, de présenter des politiques rigoureuses, des candidatures exceptionnelles comme celle d'Alex Boissonneau dans Arthabasca. Et donc, pour nous, tout ça, c'est un ensemble qui, on en est convaincu, va continuer d'obtenir la faveur des Québécoises et des Québécois. En 30 secondes, vous risquez de faire face au PLQ et son nouveau chef, Pablo Rodriguez, qui, du moins pour l'instant, monte dans les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bon, c'est encore une fois, là, il n'a pas fait face à l'électorat encore, et c'est quand même maintenant le Parti libéral du Québec qui devient en quelque sorte une succursale du Parti libéral du Canada qui, avec des politiques désastreuses et idéologiques, nous a causé tellement de problèmes au Québec dans les dernières années. Le déficit absolument hallucinant, la croissance fulgurante de la fonction publique fédérale, l'immigration non contrôlée pour des raisons idéologiques. C'est Pablo Rodriguez qui est porteur de tout ça et c'est le bagage qu'il traîne maintenant au Québec. Pascal Paradis, député du Parti québécois, merci. Merci à vous. Au revoir. Demain, en question d'actualité, nous recevons Ruba Gazal, co-chef et député de Québec solidaire. Soyez des nôtres.